Bienvenue au Polysécure, épisode spécial sur lequel on va traiter un peu la gestion de crise, gestion d'incidents, mode dégradé. Je suis avec Ingrid. Bonjour. Et on va profiter justement du fait que pour la plupart des experts, en tout cas en technique au niveau cyber, on a brûlé notre dernier week-end à réparer un gâchis monumental où lequel un composant qui est à peu près dans tous les systèmes qui existent, Log4j ou Log4j plus en français, mais le 4 dans ce cas-ci, c'est... Bref, ce système-là amène à des gestes concrets et très brutaux. Au Québec, entre autres, le ministre Kerr a décidé de faire fermer tous les sites gouvernementaux qui étaient potentiellement vulnérables. Donc, il a été très rapide à réagir et très violent en termes de conséquences, mais dans un cas de doute, il a décidé d'aller dans cette optique-là très prudente et éviter d'avoir des incidents au lieu d'aller tenter les choses. Aux États-Unis, la directive, c'est de tous les sites doivent être corrigés pour le 24 décembre. Au gouvernement fédéral, nous avons quelques mesures. Je sais que l'ANSI aussi a diffusé un certain nombre de recommandations qui ont l'air beaucoup moins forte que disons que ce on peut avoir eu comme réaction au Québec. Là, de ce que j'ai vu, on était dans les plus extrêmes dans la réaction qui a eu lieu. Cela mène, puis là, l'autre problème qui suit, c'est que ça va prendre des semaines, si c'est pas des mois, des années à corriger l'ensemble du problème de Log4j parce qu'il est partout. C'est comme lancer des confettis dans une maison. On en a pour une éternité avant de ramasser l'ensemble de ces confettis-là. Donc, ça devient très pénible et très ardu. Et comme tous nos systèmes reposent sur ça, ben là, on a un problème de crise majeure qui est pire que la pandémie qui nous a causé. Là, j'ai fait de la mise en bouche. L'aspect de mode dégradé, parce qu'on va fonctionner en mode dégradé pendant probablement plusieurs semaines, c'est pas plusieurs mois. C'est plus ton approche et ton regard là-dessus que j'aimerais entendre. Ben oui, avec plaisir. Donc en fait, on constate qu'il y a une hémorragie potentielle et que finalement, la réponse pour stopper l'hémorragie, c'est de tout couper. Mais en même temps, on a une transformation sociétale qui vient nous expliquer qu'il faut dématérialiser, tout numériser parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous facilite le quotidien. Bah ouais, sauf que quand il y a la crise cyber et l'hémorragie qui est là, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout pour stopper l'hémorragie et essayer de garder en fait un monde sans Internet pour garder le numérique. Et comment ça fonctionne? Et finalement, on se rend compte on manque d'anticipation. Et en fait, on ne sait plus faire dans certaines organisations une fois qu'il n'y a plus le numérique. Et donc, je vous repasserai pas notre maire en France qui a eu la bonne idée de dire, vous vous rendez compte, on a dû ressortir le fax, quel drame, quel machin. Non, ce qui est dramatique, c'est que tu ne saches plus gérer certains services de ta ville une fois qu'on a coupé le numérique pour stopper une hémorragie. Et ça, c'est inentendable en fait sur le plan de l'accès aux services publics. C'est inadmissible de dire à des usagers vous perdez vos droits parce qu'on ne sait plus gérer. Il y a qu'à voir en santé, on vous dit pas on ne sait plus gérer donc on ne fait plus de soins. Non, on sait gérer. La défense va pas vous dire on ne gère plus et donc on va arrêter de combattre. Non, parce qu'en fait, il y a juste une cyberattaque, donc on ne sait plus gérer. Non, on est embêté, ça c'est sûr. Par contre, il y a ce qu'on appelle les procédures dégradées et comment on maintient l'expertise humaine. Mais encore faut-il savoir de quelle expertise parle-t-on. Et en fait, on se rend compte qu'en gestion de crise, on n'a pas de référentiel avec les compétences et les savoir-faire clés qu'on doit maintenir quoi qu'il arrive. Donc finalement, il y a beaucoup d'organisations qui se retrouvent le bec dans l'eau quand la crise arrive parce qu'en fait, ils savent plus faire. Ils ont perdu. Ils ont perdu la connaissance, ils ont perdu le savoir. Moi, j'aimerais simplement qu'on m'explique, à partir du moment où je ne sais plus faire quand il y a la machine, c'est quelle est la maîtrise que j'ai du sujet. Si je suis plus contrôlée, si je sais plus faire, je peux plus contrôler. Donc là, ça pose d'autres questions plutôt éthiques sur nos dépendances et la maîtrise de ce que va nous proposer la technique ou la machine. Et bon, si c'est que des conséquences matérielles, pas grave. Par contre, s'il y a des conséquences humaines ou sur des droits des personnes, là, ça devient gênant parce que ça veut dire qu'on ne sait plus expliquer pourquoi il y a eu telle décision ou telle autre, ou pourquoi telle chose ou pas telle autre.
Donc, ça me laisse m'interroger. C'est un réveil assez brutal à savoir que les organisations n'étaient pas prêtes à fonctionner en mode dégradé. Déjà, de un, c'est très grave. Là, tu cites le cas de la ville française qui a subi un avarie et qui ne s'est pas encore remis complètement de celui-ci, puisque il y a eu la difficulté à remonter les systèmes pour leur faire, puis le retour en mode dégradé. Mais dans leur cas, c'est un mode dégradé grave, là, dans le sens où ils ont eu beaucoup de difficultés à pouvoir continuer à opérer. Puis ce qu'on va commencer à voir, du moins au Québec, parce qu'on a fermé de façon très large, à quel point on va remonter les systèmes et à quelle vitesse ça va se faire, et à quelle vitesse on va être capable de continuer à fonctionner avec certains systèmes qui sont non fonctionnels et pendant combien de temps et à quel point les organisations ont encore, les processus savent encore comment effectuer leur travail sans l'aide de la machine. Parce que là, à bien des égards, c'est la machine qui fait le travail, c'est plus l'humain. Donc, si l'humain ne fait plus de travail, on a un problème. Il y a aussi toutes les interconnexions entre les différentes administrations ou les différents services. Et là, en fait, avant qu'on remette de l'interopérabilité et des liens entre les uns et les autres, c'est-à-dire qu'il va falloir repasser par le traitement du papier et des courriers papier. Parce que même si je me coupe d'Internet et je gère ma documentation, à un moment donné, je vais devoir l'imprimer pour la transmettre pour qu'elle soit saisie de l'autre côté, puisqu'il n'y a plus cette interconnexion entre les services. Donc là aussi, il va juste falloir anticiper les conditions de travail et les plaintes des salariés qui vont dire « Ah non, mais moi, ça, je veux pas avoir à le saisir parce que c'est pas mon taf. » Si là, on est en mode dégradé, on est en situation d'urgence, donc à un moment donné, on se sort les doigts du derrière pour se les mettre sur le clavier et puis en avant, on y va, quoi. Et ça, laver ses mains avant de faire ça, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est pas très Covid. Donc oui, on se lave les mains, geste barrière et tout, pas de problème. Mais bon, là aussi, c'est quels enseignements on en tire en matière de conception. Parce qu'il y a, OK, on gère la crise dans les organisations et comment je gère le quotidien et comment je maintiens le service et l'activité. Parce que je pense pas qu'on va nous faire cadeau de nos impôts et de nos taxes parce que tout est bloqué. Non. Tu as intérêt à continuer à déclarer et à faire les mesures parce qu'il faut que le reste continue à vivre. Donc, c'est là où, comment les salariés sont accompagnés quand la tech flanche. Donc ça, c'est des choses aussi. Et comment on maintient les savoir-faire. Donc, en santé, on gère. Donc on dit le robot qui vous faisait la petite incision nickel et puis la petite suture qui va bien pour que la cicatrice soit minime, il faut juste expliquer au patient que comme le chirurgien ça fait longtemps qu'il fait plus de cicatrices, il va avoir un truc très moche à la Albator, mais c'est dommage, c'est sur le visage. Mais voilà, c'est-à-dire que attention à l'automatisation, attention à la robotisation, attention aussi dans les procédures. Un service RH, oui, il va plus envoyer par mail ses déclarations à l'URSSAF, mais il a intérêt à les envoyer par papier parce que sinon l'entreprise va se prendre une sacrée amende. Entre autres, ça, les processus administratifs, là, on peut plus simplement que ça, la paye, les gens, le fait de recevoir son salaire est quand même un élément qui est fondamental dans notre société. Puis là, il y a probablement des entreprises qui vont avoir de difficultés à pouvoir justement continuer à payer leurs employés durant leurs salariés pendant cette période-là. Fait on se trouve à des situations qui sont assez graves. Puis en termes d'éléments comme ça, on l'a vu au Canada où le gouvernement fédéral a eu un échec monumental sur la mise en place de son système de gestion RH et dans lequel il y a des employés qui n'ont pas été payés pendant 6 mois parce que le système était brisé. C'est grave. Oui. Après, qu'on ne paye pas les éléments variables, c'est une chose. Par contre, il y a un salaire de base qui fait partie du contrat et ça peut se payer par chèque. C'est pas parce qu'on n'est pas en capacité de faire le virement automatique que ça peut pas se faire. On a eu le même problème avec certaines administrations avec le changement de système d'information pour la paye et les excuses, c'est le logiciel qui a bugué. Oui, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas maintenir le salaire de base, que tu saches pas payer les éléments variables parce que tu peux pas les compter. C'est une chose. Enfin, moi, en même temps, quand on m'a formé, je l'entends, c'est du fait de masse. Parce que on sait calculer et on sait faire une paye à la main. Bon, maintenant, c'est vrai que sur 5000 agences, c'est compliqué et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on sait donner des chèques, mais pareil, c'est revenir à la main et à la procédure papier. Mais on ne peut pas laisser une famille 6 mois sans rémunération.
C'est pas C'est possible. très terrible parce que dans les différents endroits où j'ai travaillé, on avait eu cette situation-là à plusieurs égards. Au fédéral, je n'étais pas proche, mais je les ai juste vus dans les nouvelles à quel point les gens étaient maltraités. Justement, de faire un modèle, puis j'ai vu dans d'autres organisations, d'autres, ils ne font que répéter la dernière paye. Ils font juste se remettre indépendamment de ce que c'est, ils vont juste répéter la dernière paye, consignent les informations le temps que le système revienne en ligne. Donc, c'est une capacité de fonctionner en mode dégradé qui n'a pas d'impact négatif sur les salariés, là. Voilà. Donc, c'est bien aussi une question de prise de décision. Mais il y a toujours ce problème de l'anticipation et du scénario de menace. Et en fait, quel est le scénario? Puis il y a des choses en fait où c'est vrai que les commerciaux nous ont vendu du rêve en disant mais c'est fiable à 99%. Oui, enfin, fiable à 99% dans ton environnement et dans ton monde à toi de commercial. Et j'aimerais bien savoir ce qu'en pense ton équipe technique. Et puis de toute façon, c'est fiable à 99% à un moment T. Oui, mais même si on parle de fiabilité à 99 tu as quand même 1 de non-fiabilité. Et quand on commence à parler de juste le nombre de pannes que ça représente dans une année, le 1 c'est quand même significatif. C'est pas anodin. Donc, on parle je pense, c'est quelques jours de panne par année, ce qui peut avoir des impacts assez importants. Fait que d'un point de vue papier, puis on n'est pas capable humainement de comprendre que 99 si un avion est à 99 de fiabilité, là, moi, j'embarquerai jamais dans un avion. Jamais. Bon, il n'est pas à 99%, c'est un peu moins. Hein. Oh là là! Non, mais en même temps, chaque jour, quand on se lève, on prend le risque de mourir dans la journée. Hein. On n'est pas à l'abri d'un accident. Mais moi, ce que je n'entends pas, et aujourd'hui, j'aime bien quand on me dit dans le risque, et comment gérez-vous le risque auquel vous n'avez pas pensé quand vous avez fait votre analyse de risque? Elle est excellente, celle-là. Le risque imprévisible, celui auquel on n'a pas pensé et qu'on n'a pas anticipé. Bah justement, comment je fais face, c'est ces fameuses procédures dégradées, comment je fais face à ce qui n'était pas prévu? Et il faut passer le choc émotionnel de merde, qu'est-ce qui se passe? Donc le moment d'effroi du collaborateur quand il découvre la panne ou le dysfonctionnement ou le bug. Encore là, comme on dit, ça c'est bien, c'est quand on découvre qu'il y a eu quelque chose et en fait, on appelle ça gestion de crise parce que ça nous bloque. Maintenant, il y a aussi le truc magique, c'est la fuite ou le cheval de Troie, la personne qui est dans notre organisation et on le voit pas et il est là. Et en fait, c'est comme la fuite, la chasse d'eau qui fuit. Ça fuit, mais on gère pas parce qu'en fait, on n'est pas encore dérangé. Donc finalement, je dis, cette gestion de crise, elle est plutôt saine dans la mesure où, ok, tout est tombé en rade, donc tout est en panne, donc en fait, c'est le bordel, mais c'est peut-être moins toxique que cette fuite d'eau, comme la fuite de la chasse d'eau, qui est juste catastrophique parce qu'en fait, tant qu'on l'a pas identifiée, on ne sait pas où est cette fuite. Et ben, en fait, on a un petit problème, c'est que ça fuit toujours et qu'on ne sait pas stopper et on ne sait pas réagir, on ne sait pas agir. Le problème associé à ça est pire au niveau de l'information. Puis ça, c'est le problème un peu parce que cette analogie-là de la fuite de la chasse d'eau. Parce que de l'eau, techniquement, c'est fongible. Fait que si t'en perds, t'en remets d'autres, t'as pas de problème. Mais et l'argent, c'est la même chose quand on parle des institutions financières ou tous ces organes qui peuvent perdre de l'argent, ils s'en balancent un peu parce que ils peuvent remettre de l'argent. C'est comme remplir le re-remplir. C'est pas grave. Mais quand on parle d'information, quand celle-ci elle est perdue, mais elle est perdue pour toujours parce qu'elle est copiable, elle est transmissible, elle est de tout ça. Fait qu'on a causé un dommage permanent à la personne que son dossier a fuité. On parle dans le milieu de la santé, par exemple, si le dossier a fuité, on peut pas juste remettre le dossier dans la chasse, puis ça va revenir. Le dossier, il a pris sa propre vie. Il est ailleurs, il est rendu dans des marchés autres. Fait que ça devient encore plus terrible. Puis là, c'est le dommage est permanent et long terme pour les entreprises et qui laissent ça circuler, là. Ben voilà. Et ça, c'est des choses, pour l'instant, où je trouve qu'on est encore pas suffisamment bon.
Donc, et que moi aujourd'hui, quand on me parle de la crise, on me parle souvent de stopper l'hémorragie et puis comment on repart. Et puis, bah ouais, mais comment on repart? Mais juste la continuité d'activité, le plan de continuation d'activité. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Et au final, c'est souvent des coquilles vides et des lettres d'intention. Mais concrètement, les procédures, on ne sait pas mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas maintenu l'expertise humaine. Et en fait, on aura beau dire ah bah oui, mais on remplace et on reprend la main et on fait à la place de la machine. On fait à la place de la machine, mais on ne sait plus faire sans la machine. Bon, on a perdu, c'est ça. Puis les PCA sont souvent des mesures, c'est ça comme tu parles de coquille vide, c'est juste parce que les gens n'y croient pas. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne croient pas que c'est pas grave, on va refaire. Mais tous ceux qui ont perdu la machine ont eu le dur constat qu'ils ne sont pas capables de reprendre les opérations sans la machine ou facilement. Là, tu parlais de l'armée et la médecine en général, autres, étant donné qu'ils sont capables de continuer à fonctionner, mais encore là, en mode dégradé. Tu parlais de l'opération. La cicatrice n'est pas aussi belle, mais elle va se faire. Fait que s'il y a un traitement d'urgence, s'il y a une opération d'urgence, ça va pas se faire. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on parle de cosmétique? Peut-être un peu moins. Bah, c'est pas urgent. Elle peut attendre, hein. On va lui recommander d'ailleurs d'attendre un petit peu parce que sinon son lifting va être un peu moins beau, quoi. Mais c'est pas vital. Enfin, c'est pas vital. C'est pas ça des dépend opérations. De la ça dépend de la tête qu'on a. Oui, mais en même temps, puis de toute façon, avec le COVID nous a permis de voir justement comment le système de santé est capable d'encaisser un coup violent de pour ton lifting. Quand tu pour ton lifting, mets ton masque. De toute façon, ça aide, oui, c'est une façon, mais en même temps, la surcharge du système de santé a fait justement repousser toutes les opérations non pressantes comme celle-là, non urgentes, donc ont été reléguées très, très loin. Donc, on a mis beaucoup plus d'énergie sur ce qui était urgent. Donc, là, le système a déjà été testé. Puis on voit à quel point celui-ci est à la limite de rupture à bien des égards. En la plupart des zones occidentales là, dans lesquelles on a des systèmes étatiques là, qui sont en arrière, là, on a poussé ça loin, là. Et ben en fait, ton analogie avec la crise Covid, c'est vrai que la crise Covid dans le monde de la santé a bien montré la problématique de la gestion des maladies chroniques. Et comme quoi, c'était pas forcément évident. Et finalement, une crise cyber, ne fait qu'amplifier et mettre en lumière les problèmes organisationnels des organisations et des choses qu'on fait mal. Et en fait, dès qu'on a la crise cyber, si jamais on n'était pas bon sur le plan organisationnel, et ben là, en fait, tout explose. Et c'est là où, en fait, le problème, c'est que le personnel va craquer et ça va clasher. Après, là aussi, hein, dans les organisations, quand on commence à nous dire utilisez votre matériel perso parce que le matériel... vu la durée de vie d'un ordinateur, tant qu'à faire, change le matos. Parce que de toute façon, dans le plan d'investissement de l'entreprise, j'ai jamais vu une entreprise où les ordinateurs ils duraient 20 ans. Donc là, si tu dis que ton ordinateur il est corrompu et que tu as un doute sur l'ordinateur, plutôt que d'attendre et te faire suer à nettoyer un ordinateur qui, de toute façon, tu vas le mettre dans 2 ans, le coût que tu as passé là à bloquer ton salarié, à lui dire tu viens, et là aussi sur le problème des vulnérabilités associées à utiliser un matériel personnel dans le cadre professionnel, non, mon gars, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. C'est-à-dire que quand on voit que 1 an d'usage de matériel dans certaines organisations, voilà, on a ce retour-là. 1 an d'usage de matériel perso, c'est pas entendable. Et donc pour moi, il y a une erreur de jugement et d'appréciation. Donc là aussi, les équipes techniques ont très bien pu donner le conseil de changer le matériel et d'investir. Et que là encore, avec des économies en bout de chandelle, on dit non. Sauf qu'en fait, il y a un surcoût réel. Parce qu'aujourd'hui, avec du matériel personnel, à quel niveau il n'y a pas eu de fuite d'informations, de données d'une administration? Parce qu'un PC perso, on ne peut pas empêcher le salarié de se connecter chez lui à sa box pour faire ses activités personnelles et gérer sa vie personnelle. Puisque comme tout est dématérialisé, et lui, il faut bien qu'il gère à partir de son PC sa vie perso. Donc, voilà, pro et perso, on n'arrête pas de le dire en règle de cyber, c'est pas bien.
Mais on ne peut pas lui dire ton ordinateur perso, tu n'as plus le droit de l'utiliser en perso parce que maintenant on te demande de l'utiliser en pro. Ouais, ben, ça, c'est d'énormes problèmes. En même temps, de brancher les ordinateurs corpaux dans nos environnements perso, ça aussi est énormément de problème parce que tant qu'à moi, c'est des poubelles, nos réseaux domestiques. Là. C'est vraiment des. Parce que dès qu'on a des adolescents à la maison, on oublie, là, c'est vraiment une poubelle, mais vraiment une poubelle. Alors, ce qui s'était passé, c'est que non seulement, moi, sur des retours que j'ai, c'est que non seulement ils ne pouvaient plus se connecter à Internet via l'entreprise parce que l'entreprise était corrompue parce qu'il y avait une attaque, mais il fallait qu'ils se connectent à Internet via leur smartphone, via leur ordinateur perso. Non, mais tant qu'à faire la totale, on fait la totale du dégueulasse. Donc, en fait, moi, maintenant, je veux récupérer les informations relatives à un territoire ou à une grosse entreprise. Bah, quand on voit une gestion pareille, bah, la question, c'est juste, je leur mets un virus qui vient les enquiquiner et puis derrière, je récupère toutes les infos parce qu'avec leur ordinateur pas protégé, bien dégueulasse de matériel perso, connectés via leur smartphone. Non, mais faites-vous plaisir. Et puis, et tant qu'à faire, on met tout en Wi-Fi libre ou... Non, mais allez-y. Tout ce qui est règle de sécurité habituelle, tout est violé. Donc, à un moment donné, c'est pas entendable de... Voilà, donc ces entreprises, oui, elles sont un peu... Bah oui, la crise n'est pas facile à gérer. Celles qui n'ont pas anticipé, bah, elles gèrent l'incendie. Et elles ont ce sentiment de gérer un incendie et que tout s'écroule. Mais à un moment donné, on dit, mais oui, mais si tu avais un peu plus misé sur ton humain, et j'en reviens, et après, on va dire, la fille, elle est accrochée à ses facteurs humains, mais l'humain ne peut pas être remplacé par la technique tout le temps. Et à un moment donné, le mode dégradé, on l'a bien vu quand il y avait eu WannaCry, les chaînes de prod dans l'industrie automobile se sont arrêtées, bah, elles se sont arrêtées. On savait plus faire. Et ça, ok, on accepte que sur... Par contre, toutes les voitures de luxe faites à la main, où bah, eux, ils ont continué à bosser. Hein. Ils n'ont pas été trop embêtés. Bon, maintenant, je préfère... j'ai pas les moyens d'avoir ces voitures de luxe, mais c'est à quoi doit-on aussi renoncer et quelle est l'acceptation? Maintenant, il y a des domaines, la santé, ils vont dire, oui, ok, le dossier patient, il va être... et informatique, parce qu'on aura en lecture seule l'existence du dossier, et sur ce qui va se passer pendant que tout est indisponible, parce que tout est coupé d'Internet, donc il n'y a plus d'interconnexion, il n'y a plus d'interopérabilité. Ça fait un peu mal, parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de ressaisies. Attention à l'erreur humaine. Donc là aussi, ça veut dire respecter le personnel qui va faire ce travail fastidieux de ressaisie. Puis on va éviter de débarquer dans leur bureau, on va éviter de mettre des téléphones qui sonnent sans arrêt, parce qu'il y a le problème de la charge mentale et après de l'intégrité de la donnée dans le système. Mais à un moment donné, ça veut dire remettre du courrier et puis des gens qui vont faire la navette entre les services pour que la communication, en fait, c'est physiquement circule. Alors, c'est plus du logique, c'est du physique, mais... Et en fait, je suis sûre qu'on pourrait améliorer nos systèmes d'information, qu'après on pourra en tirer de l'info parce qu'on va dire ouais, finalement on peut minimiser la collecte parce que finalement on n'avait peut-être pas besoin de tout, parce qu'on va économiser des pas, on va économiser de la ressaisie, puis on va se rendre compte qu'on sait faire différemment. Donc on peut aussi optimiser et puis tirer des leçons et puis garder une opportunité de la crise à gérer. Parce que... Mais c'est ça, le retour d'expérience est d'autant plus important justement pour ramener ces éléments-là. Je regarde l'espèce d'appétit qu'on a en Occident de vouloir numériser à peu près tout. Là. Toi, tu es dans le milieu de la santé, moi, je vis plus dans le milieu du juridique. Tout le fait de numériser l'administration de la justice. Puis en France aussi, je pense qu'il y a des projets similaires à ça qui sont en cours. Donc, c'est tous ces éléments-là. Là, la santé, on est dans un contexte où on augmente notre dépendance à ces systèmes-là qui, on peut voir que là, WannaCry a fait un coup, là, le Log4j fait un autre coup. C'est-à-dire qu'on est en train de s'appuyer sur des systèmes qui sont fragiles et si puis on s'appuie sérieusement pour les fonctionnements très profonds de nos sociétés sur des systèmes qui, pour moi, si un pont était construit de la façon qu'on construit nos systèmes logiciels, je n'irais jamais sur ce pont-là. Ça, c'est juste non. En fait, je rigole avec ce que tu viens de dire, mais c'est parce que pour le juriste, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas.
ce qui fait qu'on a des fichiers et qu'on a toutes les versions. Parce qu'on dira, mais tu as effacé ça à tel moment, donc c'est toi qui es responsable de la nouvelle version et de la clause rédigée ainsi. J'ai du truc de juriste, donc je comprends les services judiciaires et les juges qui gardent toute trace, parce que si le juge, il va dire, mais c'était pas écrit, c'est pas écrit, je sais pas que ça existe. Et en fait, c'est là où, pour moi, sur des systèmes d'information, et notamment en santé ou sur d'autres systèmes d'information, en fait, on garde les données de log et on nous dit, ouais, les données de log, vous les gardez qu'1 an. Ouais, sauf qu'en fait, il y a des systèmes d'information qui sont la base de connaissances. Et on met à disposition une base de connaissances pour la mise à jour des connaissances et pour éviter que les personnes fassent des bêtises. Et en fait, on va juste vérifier que les personnes se connectent bien et qu'elles font bien. Et puis, c'est pareil. Quelqu'un qui va télécharger trop de choses, on va dire, mais pourquoi tu télécharges autant? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est pas pour reprendre l'information et la donner à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas à en connaître? Parce que là aussi, un médecin qui télécharge un peu trop de trucs et puis qui voudrait faire des extractions de dossier patient, on va dire, t'es gentil, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bah voilà. Donc, on dit, attention, comment on va surveiller les connexions des infirmières pour vérifier qu'il n'y a pas des indiscrétions, parce que c'est plus de la curiosité que du travail. Donc, c'est des données sensibles, on fait attention, on trace. Et donc, les données de log, c'est des données de preuve que justement, soit il n'y a pas eu de personnes qui sont venues voir ce qu'il n'y avait pas à voir, ou soit parce que les personnes sont bien allées prendre la connaissance et qui sont bien à jour des connaissances. Parce que derrière, si je peux pas leur dire, ce serait bien que tu ailles voir un peu et que tu mettes un peu tes connaissances à jour, parce que si tu fais une bêtise, tu seras pas couvert. Oui, mais moi, en tant qu'employeur, je dois m'assurer qu'ils ont bien suivi les formations et qu'ils sont bien à jour des connaissances et qu'ils respectent bien l'état de l'art. Parce que sinon, c'est ma responsabilité d'employeur, parce qu'on va dire que tu n'as pas contrôlé qu'ils sont allés vérifier. Donc, si j'ai mes données de log qui durent qu'1 an, comment, si un jour il y a un incident, je viens démontrer que non, mais il s'est bien connecté, il était bien à jour de ses connaissances et c'est pas un problème de formation, c'est vraiment un accident. Ouais, mais là, c'est parce qu'on justement, on mélange ce qu'on appelle l'audit puis la journalisation, c'est-à-dire les logs, parce que les techniques vont tendance à vouloir dire OK, fais ça 1 an, on n'a pas besoin, blablabla, mais c'est parce qu'il y a des besoins juridiques qui sont associés à ce que tu mentionnes. Puis ça, on va retrouver ça dans les journaux d'audit, justement sur comment ça se fonctionne. Puis c'est pas très volumineux de façon générale parce que ça vient juste mesurer les actions des humains, pas les actions des machines qui se font entre eux autres. Donc, on a un élément très intéressant de ce côté-là. On va conclure sur ça. Je suis un peu contraint dans le temps. Là, autant au début, j'ai dit Log4j et le moment les choses de l'heure, ça contraint aussi mon horaire aussi. Donc, on a abordé la gestion de crise de mode dégradé. Donc, on va sûrement en revenir parce que ça sera pas, c'est pas la fin de tout ça. Merci énormément. C'est encore très intéressant. Mais il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, l'humain est très riche et puis il y a toujours des axes d'amélioration. C'est des sujets sur lesquels je travaille et puis peut-être par des retours d'expérience, je pourrais être plus concrète. Donc, à rediscuter plus tard. Oui, merci. Merci.